Du coup, passons à notre dernier joueur du jour, c'est Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui n'a que 3 saisons sur la décennie, mais 23 points de moyenne sur la décennie, sur ces 3 années, donc 34 minutes de jeu par match, c'est beaucoup aussi. Finalement, 7600 minutes, 286e total, c'est peu, mais on a du Ray Allen qui est autour de 154. On a du Siakam 7000 minutes, alors que lui, il a 7600. Du Embiid 6300 dans le classement. Du Doncic, évidemment, 4300 minutes. Bref, donc on est quand même assez loin pour Donovan Mitchell, on va en parler. Une fois All-Star sur la décennie, en 2020. Au niveau des comparaisons de draft, NBA Draft.net pour eux, c'était Norman Powell, Donovan Mitchell. Donc voilà, c'est pas exactement. Il a fait mieux, on va dire. Et puis Draft Express, pas de comparaison. Et au niveau des surnoms, basketball référence, rien de loufoque, hein, c'est Spida, je pense que tu connais. Et donc son parcours, ça va aller très vite, hein, avant qu'on en débatte un peu. 13e pick de la draft 2017, drafté notamment devant 2 arrières que sont Malik Monk et Luke Kennard. Donc voilà. Saison 2018, rookie, en fait il est très bon de suite avec le Jazz. 34 minutes de jeu avec Utah, 34 minutes de jeu en tant que rookie, 20 points de moyenne, 4 assists. Et en playoff, il bat OKC et il tombe contre Houston au 2e tour. Décidément, on n'arrête pas de parler de ces équipes de Utah. 2019, 34 minutes de jeu également par match pour Donovan Mitchell, 24 points de moyenne et 4,2 assists par match en playoff contre Houston au 1er tour. Et puis 2020, encore une fois, 34 minutes de jeu par match pour Donovan Mitchell, 24 points de moyenne, 4,3 assists, et en playoff, ça tombe contre Denver au 1er tour. Encore une fois, merci Torrey Craig d'avoir loupé le lay-up sur le match 7. Et donc, pour te lancer sur le profil, évidemment, très très peu de longévité, mais finalement, 3 saisons dans un rôle majeur, j'ai envie de dire, c'est presque plus que certains noms qu'on a en fin de la liste. Oui, effectivement. Et alors, il me semble, en regardant, mais tu me dis si je me trompe, que en fait, il n'y a personne à partir de la draft 2016 dans le top 100, à part Doncic. Ouais. Donc ça veut dire que ça serait... Je sais pas si Tatum est prévu dans les derniers numéros. Dans les best of the rest, mais pour l'instant, donc il n'y est pas. Ok, oui, dans les best of the rest. Donc, bon, ça voudrait dire que on considère que c'est dans les 4 dernières drafts, en gros, de la décennie, c'est lui le meilleur derrière Doncic, en gros. Mais ça se défend, je trouve, sur la production pure. D'autant que c'est une production très efficace, enfin relativement efficace en tout cas, dans une bonne équipe, avec des performances en play-off qui sont remarquables. Bon, donc moi qui ai un peu tendance, plus que toi, je pense, à récompenser les pics plus que la longévité, pour moi, effectivement, ça te choque pas. Ça me choque pas, ça se justifie de le mettre là, parce que c'est vrai que, enfin, après tout, il y en a qui sont récompensés pour ça en étant en début de décennie. Donc pourquoi pas avec certains qui sont en fin de décennie, quoi. C'est pas en un sens Donovan Mitchell par rapport à je sais plus auquel je pensais, dont on a parlé tout à l'heure. Bon, peu importe. Il y a du Ray Allen, par exemple. Oui, voilà, par rapport à Ray Allen. Franchement, ça se défend tout à fait de se dire qu'il est au même niveau, voire un peu plus haut peut-être, hein, puisqu'il en fait plus offensivement que n'a fait Ray Allen. Donc non, ça me choque pas, vraiment, de le mettre. Et je pense, en y réfléchissant là par rapport au débat qu'on a eu sur les 4 précédents, de le mettre en premier sur les 5 de la QV. C'est vrai que du coup, pour refaire un peu son cas et pourquoi est-ce que j'ai voulu l'inclure, finalement, on a 3 saisons avec un usage de à chaque fois 30%, donc des usages de star, clairement. Après, l'efficacité n'était pas toujours là, mais on était autour de la moyenne, 97 de true shooting plus, 96, 99. On était autour de la moyenne, et on va dire que pour ce rôle-là, par exemple, DeRozan fait une décennie comme ça, et DeRozan, on l'a plutôt haut dans la liste, mais bref, dans un effectif, encore une fois, du Jazz qui était à l'époque très défensif et dont le go-to guy aurait été Ricky Rubio, je pense que si tu enlèves la création de Donovan Mitchell, on n'a pas du tout une équipe playoffable, pas assez bonne en attaque. Donc, même si lui, son scoring était en dessous de la moyenne, je pense qu'il y avait une certaine valeur sur cette création. Et voilà, je pense que je l'inclus et qu'à la base, je ne l'avais pas inclus, mais il faut faire attention, je pense, peut-être au biais d'échantillon ou il est jeune aussi. Tu sais, le côté, c'était son début de carrière, donc on ne le prend pas forcément en compte. Mais tu vois, par exemple, si on fait, imaginons un what if, un mec drafté en 2010 qui fait 3 ans très timide, très jeune, où il joue quasiment pas, qui fait 3 saisons au top comme Donovan Mitchell, qui ensuite fait une saison blessée où il joue pas, et ensuite 2 saisons totalement OSEF de backup. Ce gars-là, je pense on l'inclurait, quoi, parce qu'on aurait une certaine vision de longévité ou de carrière un peu remplie.
alors que finalement, il y a le même nombre de saisons que Donovan Mitchell. Donc c'est pour ça que j'ai un peu envie de faire attention à ce biais de l'échantillon et de la manière dont sont présentées les choses. Je sais pas si tu as totalement compris mon analogie. Si. J'ai compris. Mais c'est pour ça que finalement, tu vois, je pense que un tel rôle majeur de création dans un effectif défensif, ça avait de la valeur. Et même si on n'est pas sur le Donovan Mitchell, il faut faire attention non plus à pas penser que c'était le Mitchell de 2022, par exemple, hein, qui était meilleur scoreur, qui était bien meilleur passeur également. Donc on n'avait pas le même attaquant, mais en même temps, et on a fait un podcast récemment avec Titouan sur Donovan Mitchell, donc je vous invite à l'écouter si vous voulez. Mais effectivement, on s'est rendu compte aussi en voyant des matchs, en voyant des stats et tout ça, que c'était pas un aussi bon attaquant Mitchell au début, mais en même temps c'était un bien meilleur défenseur qui était plus impliqué qu'il a pu l'être à la fin au Jazz où c'était un peu caricatural. Donc on a cet équilibre, on va dire, où il était moins intéressant en attaque mais quand même très intéressant avec un rôle majeur, et puis en plus intéressant défensivement dans cette assise défensive du Jazz. Donc l'un dans l'autre, je me dis que ça fait quand même 3 saisons de bon niveau qui méritent, je pense, d'être valorisées. Et je pense aussi que j'ai évolué au niveau de mon avis et de comment est-ce qu'on pondère les saisons au fur et à mesure de la saga, ou dans le sens, au début de la saga, je pensais pas forcément qu'une saison de All-NBA ou une saison All-Star était à ce point plus importante qu'une saison de role-player, on va dire. Aujourd'hui, je suis un peu plus de cet avis que c'est à ce point beaucoup plus grand une saison All-Star par rapport à une saison de role-player. Et le fait est qu'il n'a pas 3 saisons All-Star, mais il a 3 saisons majeures. Donc il y a de quoi faire, finalement. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, mais voilà, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. Non, pas grand-chose à dire, mais parce qu'on le ouais. connaît bien, Donovan Mitchell. Ouais. Donc pas grand-chose à rajouter. Une fois qu'on a dit son volume et son efficacité, et voilà, le joueur, on le connaît bien. Bah, si tu veux, on peut passer directement au classement. Comme ça, on peut projeter de manière plus concrète sa valeur et discuter de sa valeur plus concrètement. On parlait de Ray Allen, qui, je rappelle un peu Ray Allen, une saison All-Star à Boston de très haut niveau. Ensuite, une saison où il est blessé et un peu plus compliqué à Boston. Et puis 2 saisons à 20 minutes par match au Heat. C'est vrai que c'est un bon point de repère, non ? Oui, c'est ça. Et puis en plus, il y a un autre bon point de repère qui est celui de Luka Doncic, qui est 2 places au-dessus de Ray Allen. Donc il y a une saison de moins, si je ne me trompe pas, que Mitchell. Ouais. Mais bon, ces 2 saisons sont meilleures. Moi je l'aurais mis par là, peut-être soit juste au-dessus de Doncic, parce que c'est une saison de plus quand même, soit juste en dessous, je sais pas trop. Effectivement, c'est vrai que Doncic a 2 saisons qui sont de bien meilleur niveau, je trouve. Surtout la 2020, c'est une saison top 5 MVP et tout ce qu'on veut. Saison assez incroyable. Ouais, ça me va de le mettre là entre Ray Allen et Luka Doncic. Effectivement, peut-être qu'il faudra se pencher sur le cas de Tony Allen, peut-être le baisser prochainement. Mais en tout cas, c'est vrai que ouais. Parce que tu vois, avec ces 3 saisons de Go-To-Guy, finalement, il est au-dessus de Ray Allen. Il est au-dessus des 4 saisons de Chandler Parsons, mais qui sont de moins bon niveau. Il est au-dessus des Sean Marion. Ouais, ça me paraît assez logique. Ouais. Il est en dessous de Rudy Gay, qui en a 10, mais moins bonne. Ça va, ok. Ouais, ça me va. Minutage de playoff, pas beaucoup. 868 minutes de playoff, 149e total de la décennie. Mais c'est quand même plus que, tu vois, des Kobe. C'est quand même plus que des Ty Lawson, que des Gallinari, que des David Lee, que des Rudy Gay, justement, que des Oladipo, que des Chandler Parsons. C'est pas des minutes vides, parce que sa série contre Denver. En plus, ouais. Ok. Alors mettons-le là. Et donc, petit quiz pour finir. C'est un qui est sur le terrain. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et alors, je me rends compte que maintenant, j'ai pas fait exprès, mais c'est encore une fois un poster sur Javal Magui, comme Andrew Bogut. Je viens de me rendre compte là. Donc, nous sommes le 12 janvier 2019. Ça, je me souviens même d'avoir vu le match, pas en direct, mais au réveil. Mais bref. Donc, 12 janvier 2019, nous sommes à Utah. Utah contre les Lakers. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain ? Janvier 2019, Utah, Lakers, le poster de Donovan Mitchell sur Javal Magui. Donc, janvier 2019, il y a, j'imagine, Gobert. Sur le terrain, oui. Joe Ingles. Oui, effectivement, Joe Ingles. Jordan Clarkson. Non, il n'est pas encore là. Je sais pas où il est d'ailleurs à cette époque-là. Bogdanovic est là. Non, c'est pas Bogdanovic. C'est quelqu'un qui, cette saison-là, venait d'émerger un peu dans un rôle de 3&D. Ah, c'est Royce O'Neal ? Exactement, c'est Royce O'Neal, ouais, tout à fait. Et il te manque un autre 3&D, d'ailleurs, dont on a parlé aujourd'hui. Crowder ? Exactement, ouais. Mitchell, Gobert, Crowder, Ingles et Royce O'Neal, du classique. Mais par contre,
On va s'amuser maintenant. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain pour les Lakers 2019 ? Alors, attends, les Lakers 2019, c'est la première année de LeBron. Hein. Exactement, c'est ça. Ok, donc c'est l'année des jeunes. Oui. Donc, il doit y avoir Lonzo Ball. Pas sur le terrain. Ingram. Ingram est sur le terrain, oui, effectivement. Kuzma. Oui, tout à fait. Kyle Kuzma est sur le terrain. Josh Hart. Oui, tout à fait. Alors là, c'est impressionnant. Et il doit en manquer un, donc peut-être. Donc Javel McGee, Josh Hart, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, et il t'en manque un dernier. Bah, LeBron James. Non. Oh non, c'est l'inverse de LeBron James. Non. L'inverse de LeBron James. C'est-à-dire quelqu'un de petit et nul. Non, mais c'est-à-dire que si LeBron est un ailier athlétique et très fort en NBA, on va dire que lui, c'est plutôt un intérieur pas athlétique et pas hyper fort en NBA. Je sais pas si t'as oublié, je pense que tu l'as peut-être oublié. Drafté en sortie de Michigan. Je vais dire Ryan Kelly, mais c'est absurde que je pense à ce gars-là. Non, Ryan Kelly, on est plutôt sur les Lakers 2014. Oui, d'avant, c'est ça. Non, drafté sorti de Michigan, et d'ailleurs, il a un frère qui a une bonne hype. En ce moment, il a un jeune frère drafté par Orlando. Ah, Mo Wagner. Exactement, Mo Wagner est le 5e joueur sur le terrain pour les Lakers. Ouais. Mo Wagner a joué aux Lakers, j'avais oublié. Bon, ok. Voilà, pour vous dire, comment ça se fait que LeBron il va aux Lakers et il manque les playoffs. Je vous répète, le 5 sur le terrain quand lui n'y est pas, c'est Josh Hart, Javel McGee, Mo Wagner, Brandon Ingram et Kyle Kuzma. C'est très bizarre comme line-up. Oui, c'est très bizarre comme line-up. Il y avait Lonzo Ball sur le banc et LeBron également. Mais bref.